Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour. Bonjour David. Chef économiste de Natixis. Alors j'aimerais qu'on parle de DSK parce qu'il est assez rare dans les médias. Il a donné cet entretien à l'AFP qui est assez intéressant parce qu'il nous dit en substance que le monde aujourd'hui est moins bien préparé qu'en 2008 pour faire face à la prochaine crise. Il ne dit pas d'où elle viendra, quand elle viendra, mais il dit voilà, on est moins bien armé qu'en 2008. Le jour où la prochaine crise arrivera, évidemment, il y en aura bien une. Vous en pensez quoi? C'est ni complètement vrai ni complètement faux. Réponse de Normand. Oui, non, d'un côté, nous ne pourrons pas utiliser les politiques habituelles. Donc les taux d'intérêt sont à zéro, ou presque à zéro. Donc on ne pourra pas baisser les taux d'intérêt s'il y a une crise. Les dettes publiques sont déjà extrêmement élevées, donc on aura beaucoup de mal à utiliser beaucoup les politiques budgétaires. Donc il est vrai que notre capacité de réponse par les politiques habituelles à une crise sera nettement plus faible que dans le passé. On se rappelle d'ailleurs d'un argument assez intéressant qu'avait eu Olivier Blanchard, vous savez, qui était chef économiste du FMI, qui avait dit « ça serait bien qu'avant les crises, les taux d'intérêt soient assez hauts pour qu'on puisse les baisser beaucoup ». C'est du bon sens. Ce qui est assez de bon sens. Or, ils sont à zéro. Donc on ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Aux États-Unis, seront d'ici là, vers on 3. est à 2 pour l'instant aux États-Unis. Enfin, on sera nettement plus bas que la dernière fois. Ouais. On était à 5. Entre 5 et 6. Et en Europe, on est à 0. Au Japon, on est à 0. En Angleterre, on est à 0,75. En Suède, on est en donc négatif. on n'a pas de munitions face à la prochaine crise. Donc quelque part, il n'a pas tort de dire qu'on n'est pas Voilà. armé. Mais d'un autre côté, la finance compliquée, qui est quand même l'origine de la dernière crise, a maigri de façon tout à fait spectaculaire. Quand vous regardez les produits dérivés, la titrisation, vous savez, qui est comme à la base de Lehman. Lehman, c'est parce qu'ils avaient gardé dans leur bilan toutes sortes de produits titrisés qu'ils n'avaient pas réussi à vendre. C'est pas la titrisation qui pose problème, c'était le sous-jacent. Le sous-jacent, oui, mais enfin, je veux dire, un crédit qui a été fait par une banque et qui reste dans le bilan de la banque, il peut créer une crise, mais il y a quand même des facteurs de sécurité. D'abord, la banque fait attention. Si la banque sait que le crédit, elle va immédiatement le revendre à un assureur en le titrisant, elle n'est pas très incitée à surveiller la solidité de l'emprunteur. Ouais, parce qu'elle sait qu'elle va le sortir rapidement. Elle le sort tout de suite. Si une banque sait que le crédit qu'elle fait, elle va le garder, elle est moins regardante. Voilà. Ouais. Et donc, si elle veut le garder, elle sera peu prudente. Et donc aujourd'hui, les crédits sont dans les bilans des banques. La titrisation, c'est devenu tout petit. Donc moins de titrisation, moins de produits dérivés. Moins de produits dérivés. Donc, et puis la dette, dans les pays de l'OCDE, la dette du secteur privé est beaucoup plus basse qu'il y a 10 ans aussi. Donc ce qui a monté sont les dettes publiques, mais les dettes privées ont beaucoup reculé. Donc, moi, je pense que le bilan est moins clair que ce que dit Dominique Strauss-Kahn. C'est vrai que si une crise se déclenchait, on aurait peu d'instruments pour y répondre. Mais c'est vrai aussi qu'on n'a plus ce qui l'a déclenché, la grande crise de 2008. En particulier, on n'a plus de finances complexes, quoi. Il y en a toujours, mais il y en a moins. Elle est devenue beaucoup plus simple, la finance, quoi. Les crédits sont dans les bilans des banques, tout ce qu'on faisait, les montages à partir des CDS, etc. Ces trucs-là, c'est à peu près complètement disparu. Les CDS, c'était d'assurance, un système d'assurance. Des produits qui permettaient de se couvrir contre les risques des entreprises, des États, etc. Donc ça existe encore, mais enfin, je veux dire, on ne fabrique plus beaucoup de produits à partir de ça. Enfin, donc à nouveau, la finance dangereuse, entre guillemets, est devenue beaucoup plus petite qu'en 2007. Voilà. Lui, ce qu'il dit... Par contre, on a Jean-Claude Trichet, qui, à peu près le même jour, nous dit oui, c'est plus l'OCDE qui est dangereux, ce sont les émergents. Et ça c'est intéressant, parce que c'est vrai. Alors, on va parler des émergents. Il y a un gros morceau à voir ensemble sur les émergents, mais pour clore la séquence DSK, il admet, parce qu'il parle des banques, que les ratios de capitalisation, qu'il y a eu plus de capital, plus de liquidité, donc une meilleure régulation de ce point de vue. Mais il prend l'exemple de la Deutsche Bank, effectivement la banque allemande qui est quand même assez atypique, et il dit, si elle a des difficultés, la Deutsche Bank, la banque allemande, ça ne sera pas les 8% encore une fois de capital qui seront suffisants. Donc ce qu'il nous dit, c'est que la régulation est insuffisante avec des banques qui sont toujours plus grosses et toujours plus systémiques. On lui répond quoi, ADS? Alors, c'est vrai que... Alors, d'abord, les banques ont beaucoup plus de fonds propres qu'avant. Bien sûr, mais il le dit. Mais il dit que ce n'est pas assez. Il ne faut pas rapporter les fonds propres au total du bilan. Dans le bilan, il y a toutes sortes de choses. Dans le bilan, il y a les réserves des banques à la BCE. Donc, on va pas mettre... Non. Il faut rapporter les fonds propres aux actifs risqués des banques. Et alors, c'est combien? Et alors, on est passé d'à peu près 7% au moment de la crise de 2008, à un peu plus de 14% aujourd'hui. Donc on a doublé les fonds propres relativement aux actifs à risque des banques. C'est suffisant? La plupart des banquiers disent que même c'est
presque trop. Enfin, je veux dire, faudrait quand même qu'on perde 14% de façon irréversible sur la totalité des actifs à risque, quoi. Donc ça paraît quand même... on a l'impression que ça a été quand même assez largement dimensionné. Mais les banques sont toujours plus grosses, toujours plus systémiques. C'est pas un sujet, ça? Oui, il y a une question qui est la taille des banques. Et le fait que les régulations sont toujours nationales. En particulier en Europe, nous avons une union bancaire qui est, du point de vue de la supervision des banques européennes, et du point de vue du sauvetage des banques éventuellement si ceci se produisait, toujours sur une base nationale. Par exemple, il n'y a pas d'assurance des dépôts européenne. Elle est toujours au niveau... Or, parce que les Allemands ne veulent pas. Voilà. Et il y a une contradiction massive entre ça et le fait que nous avons envie d'avoir des banques pan-européennes. Si on veut avoir une vraie union monétaire, il faut bien qu'il y ait des banques qui opèrent dans tous les pays de la zone euro. Les banques américaines, elles opèrent... alors, il y a des banques locales, mais les grandes banques opèrent dans tous les États-Unis. Et ça intègre le marché des capitaux, ça transporte l'épargne, ça unifie les règles du crédit. C'est quoi la prochaine étape pour aboutir justement à des vraies banques qui soient européennes, qui opèrent sur tous les marchés? Si on veut avoir des banques pan-européennes et pas tomber sous la critique de dire que ces banques sont trop grosses, il faut que la supervision s'est faite et que toutes les procédures qu'on appelle de résolution des crises bancaires soient européennes. Donc ça veut dire que le champ soit européen. Quoi. Donc c'est la garantie des dépôts bancaires. Donc à ce moment-là, on rapportera plus le total du bilan de BNP Paribas au PIB de la France, mais au PIB de l'Europe, ce qui évidemment est complètement différent. Mais elle aura un bilan plus gros aussi, puisqu'elle aura... Pas forcément, parce qu'elle opère déjà en Italie, en Belgique, etc. Donc on a déjà des banques qui commencent à être pan-européennes, mais avec une... Régulation. Alors la régulation est européenne, il ne faut pas dire régulation, avec une gestion des crises bancaires qui reste essentiellement au niveau des États. Et on sait pourquoi. Alors, le pire, c'est ce qu'on a vu en Suisse en 2008, évidemment, avec les banques suisses qui étaient gigantesques. Et puis à la fin, c'est le gouvernement suisse ou qui a dû s'en occuper. Donc évidemment, je pense qu'il nous faut des banques pan-européennes. On n'aura jamais une vraie union monétaire tant que chaque pays aura ses banques. Quoi. Mais l'Allemagne ne veut pas. Non, on ne sait pas pourquoi l'Allemagne vendra peut-être Commerzbank à une banque d'un autre pays. Mais c'est nécessaire d'avoir des banques pan-européennes. Parce que sinon, à nouveau, on a une union économique, monétaire qui n'est pas terminée, avec des pratiques bancaires qui restent différentes, des marchés des capitaux qui restent segmentés. Et pour ça, il faut qu'on ait une capacité à gérer la crise d'une banque pan-européenne. Et puis, voilà. Et puis, mais on ne peut pas tout vouloir. C'est-à-dire, si on ne veut pas de grandes banques, les banques resteront nationales et on n'aura jamais une véritable intégration des marchés financiers en Europe. Bon, l'Europe c'est bien, il y a aussi les émergents. Il faut en parler parce que on est au début d'un bear market, on en parlait déjà hier. Est-ce que tout ça est à prendre au sérieux? On a les indices émergents, le MSCI Emerging Market, qui fait du -20, encore une fois, depuis fin janvier. Est-ce qu'on se dit quoi? La purge est faite, il y a une bonne opportunité. Il y a la Chine dedans, ce qui crée un biais maintenant. Mais c'est là, c'est peut-être plus inquiétant de voir qu'il y a même la Chine et tous les satellites de la Chine qui sont aussi maintenant, qui tombent aussi, qui sont aussi chahutés. En bourse, on se dit quoi? On se dit que tout ça peut encore s'étendre, que la purge est faite, qu'il y a des bonnes opportunités pour revenir parce que les perspectives sont quand même bonnes. C'est un sujet extrêmement central et je crois qu'il faut être relativement prudent. On comprend à peu près ce qui se passe. Il y a beaucoup de grands pays émergents qui ont des déficits extérieurs et pour des raisons légitimes. Si vous êtes la Turquie, vous avez besoin d'investir pour votre croissance, vous n'avez pas assez d'épargne dans le pays pour investir, il est normal que vous endettiez auprès des pays plus riches. Donc que les émergents aient des déficits extérieurs qui soient financés par les pays plus riches, c'est parfement normal. Tout dépend à quoi cet argent est employé. Il peut être même bien employé. En Turquie, c'était beaucoup d'investissements d'entreprises. Et il est en général assez bien employé. On est plus. Mais le problème, c'est que les émergents n'ont pas assez d'épargne. Enfin, beaucoup d'émergents, l'Argentine, le Brésil, la Turquie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, très longue liste. Beaucoup d'émergents n'ont pas assez d'épargne pour financer leur développement. Et donc, ce sont les capitaux étrangers. Mais c'est normal. On apprend aux jeunes étudiants en sciences économiques que les pays riches doivent prêter leur épargne aux pays pauvres. En quête de meilleure rentabilité. Oui, parce que la rentabilité du capital marginal est plus élevée dans les pays pauvres que dans les pays riches. Donc, c'est normal que les pays riches prêtent aux pays pauvres. Le problème, c'est... investissent plus que prêter, d'ailleurs. Oui, investissent. Alors, ça peut être des prêts. Alors, il faut que ça soit ça finance des investissements, mais ça peut être le cas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les flux d'investissement vers les émergents sont complètement erratiques. Donc, de 2010 à 2012, l'argent part dans les émergents, et tout va bien. 2013 à 2015, l'argent ressort, et on a une crise. 2016 à 2017, l'argent retourne dans les émergents, et tout repart. Et puis, depuis le mois d'avril, l'argent sort des émergents, et on a à nouveau une crise. Fait baisser leur devise.
Alors, ça fait ils ont des déficits extérieurs et les capitaux sortent. Donc, dépréciation de la devise, inflation, hausse des taux d'intérêt. Et ça met à mal les boîtes qui sont endettées en dollars. Alors ça, c'est plutôt l'Argentine, parce qu'il y a beaucoup de pays maintenant, comme là, il y a plus de dettes locales. Il y a beaucoup plus de dettes locales qu'il y a 20 ans. Hein. Il y a l'Argentine. Ouais. Mais on a quand même cette espèce de cycle des flux de capitaux vers les émergents, où tantôt ils sortent, tantôt ils rentrent de façon... un peu comme une variable d'ajustement, c'est ça? Non, c'est parce que... alors vous avez raison, c'est parce que d'abord ces capitaux ne sont pas assez stables. Par exemple, c'est des gens qui achètent des actions des émergents au lieu d'acheter directement des entreprises. Ouais. Hein. C'est des gens qui achètent des ETF investis dans les émergents, et donc quand ils ont peur, ils vendent leurs ETF émergents. Ouais. Donc on n'a pas de stabilité de l'investissement. Hein. Et c'est un vieux sujet. Il y avait des conférences des Nations Unies dans les années 80 sur ce sujet-là. C'est le caractère procyclique des capitaux vers les émergents. Ouais. Donc quand ça va bien, les capitaux... Aggravé, bien sûr, et aggravé, tout ça aggravé par la Fed aussi. Et alors, la Fed qui relève ses taux. C'est pas vraiment la Fed, oui. Quand elle relève ses taux, plutôt... on se dit quand même que le 3% sur 10 ans américains, peut-être 3,5, 4 dans les prochaines années. Mais cela étant, ça se passe surtout sur les actions. C'est plutôt la réforme fiscale de Trump. Donc Trump nous fait une réforme fiscale qui fait que le rendement des actions aux États-Unis, c'est 25% sur un an. Ouais. Et donc évidemment, il n'y a rien qui bat ça dans le monde. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes ETF émergents et j'achète des ETF US avec 25% de hausse des résultats des entreprises cette année grâce à la réforme fiscale. Donc Trump, en réalité, a causé la crise des émergents avec cette réforme fiscale qui attire l'argent vers le marché des actions aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, attention, roulement de tambour, non, parce que historiquement, les crises qu'on a dans les émergents, ça sert d'indicateur avancé sur les déséquilibres à venir, des équilibres financiers du reste du monde. Là, donc on se dit, il se passe quelque chose, turbulence sur les marchés émergents. Non, mais là, le problème, il est clair. On peut le prendre de deux façons. Les émergents sont, quand on regarde le taux d'endettement du monde, c'est plus l'OCDE aujourd'hui, hein, c'est les émergents qui font monter le taux d'endettement du monde. Je pense qu'une large partie de cette dette, à nouveau, est légitime. Je ne parle pas de la Chine, hein, je parle des autres émergents. La Chine a des excédents extérieurs, donc elle n'a pas besoin de s'endetter. Et ces autres émergents ont assez légitimement des déficits extérieurs. Simplement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas les financer à cause de ces allers-retours des capitaux. Ouais. Donc il y a deux solutions. Soit ils se résignent à ne pas avoir de déficit extérieur, c'est en gros ce que dit Trichet. C'est quand même une très mauvaise solution. Ça veut dire qu'ils ne vont pas financer leurs investissements, qu'ils n'auront pas de croissance, etc. C'est ce qu'on a demandé aux pays périphériques de la zone euro quand les Allemands ont décidé de ne plus leur prêter en 2013. Et soit on arrive à faire quelque chose, enfin, pour que les flux de capitaux vers les émergents soient stables, soient du vrai long terme, et ne soient pas des capitaux qui partent au premier choc. Quoi. Première solution, c'est un peu malthusien. Et alors, donc, d'où le retour du grand intérêt mondialement sur les contrôles des capitaux. En disant peut-être qu'on est, y compris le FMI qui regarde ça. Il y a un consensus là-dessus pour dire on va contrôler les capitaux. Il commence à avoir un consensus pour dire qu'il faut étudier la question. Et l'idée, c'est des contrôles des capitaux qui décourageraient les capitaux courts. Par exemple, vous demandez à quelqu'un, comme on le faisait au Chili dans le temps, quelqu'un qui achète des actions, vous lui imposez une durée minimale de détention. Il ne peut pas sortir tout de suite. Ou vous lui imposez de faire un dépôt en parallèle qui ne récupérera que s'il a gardé ses actions. Voilà, vous pouvez essayer de trier dans les capitaux entre ceux qui vont rester longtemps et ceux qui vont ressortir tout de suite. Ouais, sauf que qu'est-ce qui se passe après? Soit ce bear market en reste là, soit si ça continue, dans quelle mesure ça peut venir impacter? Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas le marché américain de monter. Oui, alors la question maintenant suivante, c'est à quel moment l'économie américaine se retourne? Parce qu'elle va évidemment se retourner. 2020. On n'en sait rien. Non, je pense que c'est bien avant ça. Et pour une raison qui est bête, c'est que quand tous les Américains employables auront un emploi, par construction, l'économie ralentira. C'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui doivent nous écouter, qui peuvent un peu ricaner en disant « Attendez, mais ça va se retourner, on a 4,2% de croissance aux États-Unis, 3,9% de chômage, des profits en hausse de 25%. Et là, il y a la Myrtus qui nous parle de retournement. Combien au premier semestre 2017 2007, je veux dire. Non, ça va se retourner pour une raison qui est complètement mécanique, mais inexorable. C'est qu'un jour, qui est assez proche, le taux de chômage est à 4%, enfin, tous les Américains qui peuvent avoir un emploi en auront un, avec de plus un recul tout à fait considérable de l'immigration aux États-Unis. Et donc
Et bah, à ce moment-là, la croissance ralentit simplement parce qu'on ne peut plus embaucher, quoi. Hein. C'est un truc, il y a plus on ne peut plus trouver Ça ne veut pas dire que le taux de chômage remonte pour autant. Non, le taux de chômage ne remonte pas, mais la croissance diminue et les créations d'emplois diminuent puisque tous les Américains employables ont un emploi. Tant qu'on peut trouver encore des types qui reviennent sur le marché du travail, qui en étaient sortis, qu'on peut encore faire, on peut continuer à créer beaucoup d'emplois, mais on voit qu'on arrive au bout, quoi. Je veux dire, on arrive au bout de ce processus. Tous les Américains qui sont potentiellement employables le sont, vous écoutez de plus en plus, oui. On a des difficultés d'embauche considérables aux États-Unis. Il y a plein de professions où personne n'arrive à embaucher. Enfin, donc l'économie américaine va c'est pas une crise, hein. Elle va ralentir, on va retrouver un taux de croissance qui est compatible avec le plein emploi, qui est de l'ordre de, disons, à peu près 2%. 2, c'est pas 4, quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'économie américaine revient à 2%, disons l'année prochaine, quoi. Et le scénario positif, c'est de dire les capitaux qui étaient venus des émergents aux États-Unis, du coup, vont repartir dans les émergents. Scénario rose. Scénario rose. Donc les États-Unis, le marché se dégrade. Et puis la Fed n'aura pas besoin de trop remonter. Et la Fed montera un peu moins ses taux que ce qu'elle dit aujourd'hui. Scénario central. Et il repart des capitaux dans les émergents en se disant, bon, 2% aux US, je préfère l'Inde à 7, quoi. Et puis scénario noir, ça déclenche un choc global qui est, oh mon Dieu, les États-Unis ralentissent, donc tout va aller mal, et donc je vends tout et j'achète des treasuries. Et honnêtement, ça dépend de la taille du ralentissement. Si on va à 2% de croissance aux États-Unis, il n'y aura pas de panique. Mais il y aura un retour des capitaux vers les émergents. Donc les émergents se redresseront l'année prochaine. S'il y a un surajustement et que la croissance commence vraiment à reculer aux États-Unis, on peut créer un gros mouvement d'aversion au risque et une dégradation de tous les marchés. Moi, je suis plutôt sur le premier scénario, qui est l'inverse de ce qu'on voit depuis un an. Hein. Enfin, depuis le début de cette année, on voit les capitaux qui sortent des émergents. On pourrait voir le flux dans l'autre sens. Donc pas de crise horizon un an. Puisque... honnêtement, on prend ça avec des... Tout ça, c'est fait pour se tromper. Mais oui, si la croissance américaine, c'est simplement un recalibrage vers 2% de croissance, ce n'est pas une crise. Mais ça peut inciter quand même à ce moment-là à retourner dans les émergents. Sachant qu'il y a un chômage aussi bas, on a vu les chiffres du vendredi sur le taux de chômage et les salaires. Cette hausse des salaires, elle s'accélère un petit ch'touille. On ne s'excite pas, mais non, mais est-ce que ça ne va pas finir par peser un petit peu sur les bénéfices des boîtes américaines? Non, parce que d'abord, il y a la réforme fiscale. Donc, de toute façon, elles ont une marge de manœuvre. Puis en plus, les boîtes américaines, elles en ont trop de bénéfices. Elles ne savent pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'elles font? Ces derniers trucs, elles rachètent leurs actions. 1000 milliards de dollars de rachat cette année, ce qui veut dire qu'on va détruire 5% du nombre d'actions cotées. Mais ça fait monter les cours. Déjà, au minimum de 5%. Et plus que ça, parce qu'en plus, il y a un effet de rareté, quoi. Donc, le monde entier veut acheter des actions américaines parce que les résultats... Mais sauf qu'il n'y en a plus, parce que les entreprises américaines... Donc, évidemment, le marché monte Pourquoi on ne fait pas ça en Europe? Pourquoi il n'y a pas cette pression pour qu'il y ait des rachats d'actions? Parce que les entreprises européennes versent des dividendes. Donc, on n'a pas la même façon de rémunérer l'actionnaire. Nous, on rémunère l'actionnaire par les dividendes. 3% à peu près sur le CAC 40. Oui, un gros 3%. Combien aux États-Unis? 1 à peu près de taux de dividende. Et aux États-Unis, on rémunère l'actionnaire par les rachats. C'est deux pratiques qui sont assez équivalentes, mais qui ont quand même comme effet de réduire la base action. Donc aux États-Unis, j'avais fait un article pour Le Monde où j'expliquais que dans 20 ans, il n'y aurait plus de Wall Street. Ça n'existerait plus. Là, vous voyez derrière vous, là, il n'y aurait plus d'actions. 5% par an sur 20 ans, il n'y aurait plus d'actions. Il n'y aurait plus d'actions, donc toutes les entreprises seraient private, comme on dit aux États-Unis, donc détenues par des familles, des grands investisseurs, des fonds de private equity, etc., mais plus en bourse. Et c'est une tendance qui est... Et puis vous avez vu Musk, Tesla, qui dit elle ne le fait pas, mais moi je veux sortir des actions du marché parce que c'est trop contraignant. Il y a trop de reporting, il y a trop de règles, il faut parler aux analystes, il faut surveiller ses résultats tous les trimestres, les analystes ne comprennent rien à mon business model. Et donc, je préférerais être détenu par un grand investisseur non coté. Sachant que on a assez de recul pour savoir que quand le non coté rachète une boîte, pour l'emploi, c'est pas bon. Pour l'investissement, c'est bon. En général, c'est bon pour l'investissement. C'est bon pour la R&D. La recherche-développement. C'est bon pour la R&D, c'est bon pour la croissance. Mais pas pour l'emploi. C'est mauvais pour l'emploi et ça fait monter la dette. Il y a des travaux assez précis là-dessus. Voilà. Il y a quand même une quête de rentabilité aussi chez les privates. On ne va pas non plus. Oui, mais avec des horizons beaucoup plus longs et puis pas la même paperasse, quoi. Il n'y a pas la paperasse SEC, quoi. Bon, c'est toujours passionnant. Il vient nous voir tous les mois, Patrick Artus, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama, chef économiste de Natixis. Merci, Patrick. Merci, David.